Il cherchait un pied-à-terre sur la Côte d'Azur. Il a trouvé une villa de millionnaire sur les hauteurs de Saint-Tropez. La propriété s'étend sur 3 hectares de pinède où il ne manquait plus qu'une piste d'atterrissage pour hélicoptère. Mais c'était sans compter sur l'opposition du voisinage. C'est là où il avait fait une plateforme d'hélistation. C'est une plateforme d'hélisurface. Yves Toraillé et Philippe Nardi ont fait plier le propriétaire. Un ancien chanteur devenu homme d'affaires, député et ministre. Son nom, Bernard Tapie. C'est la Mandala, la propriété de Bernard Tapie, avec les portes fermées, donc toujours porte close, bien qu'il avait promis qu'il les ouvrirait pour qu'on puisse vérifier qu'il n'avait pas effectivement construit son hélisurface. Et donc voilà. Une hélisurface, c'est-à-dire une petite piste d'atterrissage pour... 1500 mètres carrés quand même. Mais pour c'était lesquels un problème ça pour vous ? À l'hélisurface, on ne peut rien y faire. Il est dans une propriété privée, il fait ce qu'il veut. Ce qui est un problème, c'est d'avoir détruit cet espace boisé classé, c'est-à-dire d'avoir détruit des pins parasols, d'avoir détruit ce qui est absolument interdit. La loi, c'est la loi, et quand il faut l'appliquer, appliquons-la. Et c'est pas parce qu'on est à Saint-Tropez que tout est permis. À Saint-Tropez, les voisins de Bernard Tapie font de nouveau parler d'eux depuis quelques semaines. Quelques semaines marquées par la polémique autour de l'origine des millions d'euros qui ont permis à l'homme d'affaires d'acheter cette immense propriété, les pieds dans l'eau. Il a les moyens, il l'achète. Avec quoi il l'a acheté? Bon, c'est que ça vient de l'arbitrage. Est-ce que c'était normal ou pas? Aujourd'hui, j'ai pas de position particulière. Si c'est vraiment avec l'argent de l'État, donc avec notre argent, c'est dommage qu'on puisse pas en profiter. La presse a dressé l'inventaire. Une villa sur la Côte d'Azur, 47 millions d'euros. Un yacht de 76 mètres, le Reborn ou Renaissance en français, acquis pour 40 millions d'euros. Un groupe de presse régional, repris pour 26 millions d'euros. Depuis 5 ans, Bernard Tapie a retrouvé sa vie d'homme d'affaires et un train de vie de millionnaire à la faveur d'un arbitrage controversé. Un tribunal arbitral qui a octroyé 285 millions d'euros d'indemnité. L'homme d'affaires obtient 285 millions d'euros de réparation dans le litige qui l'oppose à l'ex-Crédit Lyonnais. À ces 285 millions, il fallait encore ajouter les intérêts et les frais de procédure. Et au total, l'État a été condamné à payer 403 millions d'euros à Bernard Tapie et à ses liquidateurs. Il y a 5 ans, cette sentence prononcée par un tribunal privé avait créé la polémique. Aujourd'hui, elle fait scandale. La sentence arbitrale, c'est une œuvre de fiction. C'est un roman. Cet arbitrage est une sorte de livre noir ou de vade-mecum des mauvaises pratiques en matière d'arbitrage. Il y a une succession d'irrégularités qu'on retrouve dans cette procédure. Comme le dit la justice, si ça a été une escroquerie en bande organisée, la justice devra trouver le mobile. C'est un scandale d'État, oui, puisque c'est l'État qui est en cause et parmi les plus hautes autorités de l'État français. Face aux accusations, l'homme d'affaires distille les interviews dans la presse écrite, mais refuse pour l'instant tout commentaire face caméra. J'ai compris que vous voulez m'avoir en reportage et que moi je veux pas. Qu'est-ce que je vais aller foutre là-dedans? Votre émission pour moi, elle vaut pas un clou. C'est une émission poubelle. Mais attends, vous vous rendez compte, vous avez mobilisé France 2 pour répéter les innombrables conneries que vont dire le journal télévisé de ce soir, et puis celui de demain, et puis celui d'après-demain. Ça ne sert à rien. Et vous voulez que moi, j'aille y mettre mon seau? Non mais... Non mais ce que je trouvais... Allez, ça va. Allez. On s'est assez parlé comme ça. Allez. Okay. Personnalité politique, hauts fonctionnaires, magistrats, banquiers, avocats, nous avons enquêté sur les protagonistes de cette affaire à 403 millions d'euros. Ceux qui ont milité pour que l'État s'en remette à l'arbitrage plutôt qu'à la justice. Ceux qui ont tenté de s'y opposer. Pour solder son contentieux avec le Crédit Lyonnais, Bernard Tapie a-t-il fait jouer ses réseaux jusqu'au sommet du pouvoir? Les 3 arbitres désignés ont-ils respecté les règles du jeu? Ou bien ont-ils rendu une sentence sous influence? Le premier acte de cette histoire s'est écrit loin des cercles parisiens.
François Klein était là pour y assister. C'était il y a 21 ans. À l'époque, ce syndicaliste suivait le dossier de restructuration des usines Adidas, le fleuron du groupe Tapi. L'entreprise était en difficulté et nous avions effectivement peur quant à l'avenir d'Adidas, alors que Bernard Tapie avait bien dit que c'était l'affaire de sa vie et qu'il ne se séparerait jamais d'Adidas. Chiffre d'affaires en baisse, compte dans le rouge, 1992 est une année noire pour Adidas. Les usines françaises sont menacées, Bernard Tapie doit faire face à des salariés inquiets. Mais dans les souvenirs de François Klein, le patron sait s'y prendre pour les rassurer. Tapie était très médiatisé, donc quand il arrive ici, je m'en rappellerai toujours de le voir débarquer, tout bronzé, les filles qui étaient en instance de licenciement, etc., à l'applaudir. Ben oui, c'était l'homme médiatique, c'était jamais il n'aurait pensé rencontrer Tapie, voilà. Mais bon, derrière cela, c'est clair qu'il a utilisé son image pour mieux faire passer la pilule. 21 ans plus tôt, sur le même parking. Les caméras de télévision sont toutes là. T'as vu, elles sont drôlement belles. Ce n'est pas vraiment la situation d'Adidas qui intéresse la presse, mais les ambitions électorales de son patron, dont les partenaires financiers lui demandent de choisir entre la politique et les affaires. La condition, elle est simple. C'est un engagement formel de ne plus foutre les pieds dans la politique pendant tout ce temps-là. Oui. Donc c'est pas seulement un choix personnel, c'est si je veux les avoir avec moi, il faut que j'exprime ce choix d'une manière nette et sans ambiguïté. Ce que je vais sûrement. Quelques mois plus tard, Bernard Tapie entre au gouvernement. François Mitterrand a exigé qu'il abandonne le monde des affaires. Le patron d'Adidas fait alors appel à sa banque, le Crédit Lyonnais, pour vendre l'entreprise. L'homme d'affaires, Robert Louis Dreyfus, se porte acquéreur, mais pour seulement 15% des parts. La banque doit donc trouver d'autres partenaires. Le Crédit Lyonnais lui-même investit dans Adidas et des compagnies d'assurance publique sont mises à contribution. À l'époque, Jean Perlevade dirige l'UAP, un des actionnaires d'Adidas. Et selon lui, l'État a sauvé le soldat Tapie dont le groupe était en très grande difficulté. Ce montage a été fait pour sauver Tapie. Pas pour le voler, pour le sauver. Pour éviter que Adidas soit mis en dépôt de bilan, pour éviter que le groupe Tapie lui-même, dans son ensemble, soit mis en dépôt de bilan. Mais naturellement, Bernard Tapie, sa présence médiatique, il est ministre de la République, il est ami avec François Mitterrand, il est protégé par Pierre Bérégovoy. Je conçois que pour le président du Crédit Lyonnais, c'est posé un problème. Février 93, Bernard Tapie touche un chèque de 2,1 milliards de francs pour ses actions Adidas. Une fois la vente conclue, le ministre s'explique à la télévision sur cette opération qui fait polémique. Bernard Tapie, bonsoir. Il affirme que les entreprises publiques font un joli coup en participant au rachat d'Adidas. C'est une extraordinaire affaire. C'est la 5e affaire la plus connue dans le monde. Elle va permettre à ces nouveaux actionnaires de faire des plus-values énormes. Oui, enfin, c'est quand même une affaire qui a beaucoup de difficultés. C'est une affaire qui licencie. Mais pas du tout. C'est une affaire qui marche très bien, qui a demandé beaucoup de restructuration et elles sont terminées. À ce moment-là, l'homme d'affaires ne semble donc pas craindre que son banquier gagne de l'argent dans cette vente. Son discours va bientôt changer. 1994, Bernard Tapie n'est plus ministre et il est criblé de dettes. Il sera placé en liquidation judiciaire. Pendant qu'à Paris, les huissiers et les déménageurs vident son hôtel particulier, Robert Louis Dreyfus s'apprête à racheter la totalité d'Adidas pour 4,4 milliards de francs, presque le double du prix obtenu par Bernard Tapie. Pour l'avocat de l'homme d'affaires, Maurice Lantourne, la banque s'est dissimulée derrière un montage complexe pour racheter Adidas et encaisser une plus-value qui devait revenir à son client. C'est le Crédit Lyonnais qui achète le 12-13 février 1993 et qui, le même jour, signe une promesse de vente au double du prix.
Il achète à 2 pour revendre à 4. Robert Louis Dreyfus, on lui a toujours proposé la vente à 4 milliards. Bernard Tapie travaille avec cette banque depuis 15 ans. Elle est son associée, elle ne l'a jamais trahi. Il n'imagine pas un instant que la banque va aller dans son dos faire un montage pour vendre, pensant pouvoir vendre au double et lui prenant la moitié de la plus-value. Donc c'est inimaginable à ce moment-là. Pour Jean-Pierre Levade, le raisonnement ne tient pas. La banque a pris de gros risques dans cette opération et Robert Louis Dreyfus n'a acheté Adidas que fin 1994. Entre-temps, il a redressé l'entreprise, normal qu'elle vale plus cher. Donc il s'écoule 2 années de gestion sérieuse, performante, par Robert Louis Dreyfus. C'est Robert Louis Dreyfus qui a fabriqué le bon ticket. Et Tapie dit « Ah, le ticket est à moi ». Désolé, il l'avait vendu entre les deux. Alors, qui dit vrai? Bernard Tapie a-t-il été spolié? Une chose est sûre, le différend commercial va très vite devenir un dossier public et du même coup une affaire politique. Au milieu des années 90, le Crédit Lyonnais est au bord de la faillite. Il faut agir et pour cela, l'État crée le CDR, un organisme destiné à solder le passif de la banque publique. C'est Pascal Saut, journaliste à l'Express, qui nous le raconte. L'État ne voulait pas mettre fin à l'existence du Crédit Lyonnais, symboliquement ce n'était pas possible, donc il met en place cette structure qui est chargée de liquider tous les actifs pourris du Crédit Lyonnais, qui s'élevait à 15 milliards d'euros, y compris donc ceux liés à l'affaire Tapie. Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est les contribuables qui vont payer les dettes du Lyonnais, qui vont devoir rembourser à travers l'impôt les sommes qui ont été engagées par le Crédit Lyonnais. Puisque l'État a maintenant la main sur le dossier, Bernard Tapie va jouer de ses relations pour tenter d'influencer le cours des événements. Parlementaire, ministre de l'économie, pendant 10 ans, il frappe à toutes les portes, jusqu'à celle de l'Élysée. La méthode peut poser question, mais selon Maître Dupond-Moretti, l'un des avocats de Bernard Tapie, il n'y a vraiment pas de quoi. Tapie, c'est un type qui a beaucoup d'énergie, qui a des relations, il veut que son histoire aboutisse, il est victime, il bouge. Vous ne le feriez pas? Dites-moi, monsieur, vous ne le feriez pas? Et tout le monde le ferait, qu'on soit victime d'une escroquerie, qu'on soit victime d'une manipulation financière, qu'on soit victime d'un délit, quand on est victime, et c'est bien normal, on essaie de bouger, d'obtenir réparation de son préjudice. On ne peut rien reprocher à Bernard Tapie de ce point de vue. Rien, monsieur, rien. Laurent Mauduit est journaliste à Mediapart. Selon lui, Bernard Tapie a d'abord tenté sa chance sous la gauche, au début des années 2000. Il y a des tentatives de la part de Bernard Tapie ou de ses proches. Et notamment, Bernard Tapie a un grand ami qui est Claude Barthelone, l'actuel président de l'Assemblée nationale. Et donc il y a une première tentative à l'époque où l'un des proches de Claude Barthelone, en l'occurrence Laurent Fabius, est ministre des Finances, donc c'est 2000-2002. Barthelone frappe à la porte de Bercy, insiste auprès de Laurent Fabius, faisons un arbitrage. Et donc Laurent Fabius tente auprès de Lionel Jospin, faisons un arbitrage, même s'il y a un risque de légalité. Laurent Fabius nous a confirmé que la question lui a bien été posée et qu'il n'a pas eu à prendre de décision. Avec la droite revenue au pouvoir, l'homme d'affaires poursuit son offensive politique. Jean-Pierre Aubert, ancien banquier encarté au PS, dirigeait le CDR entre 2002 et 2006. Il refuse alors catégoriquement de négocier avec l'homme d'affaires, mais il sent bien que Tapie est à la manœuvre. Il y a beaucoup de gens qui me parlaient de ce dossier et certains me disaient oh, il faudra en finir et d'autres me disaient votre combat est juste. La pression se fait plus forte en 2004. Le ministre de l'économie s'appelle alors Nicolas Sarkozy. Fin 2004, Nicolas Sarkozy m'a demandé d'organiser une médiation. Il a insisté, on a fait cette médiation. Quand vous dites il a insisté un peu, il a insisté moyennement, il a insisté... Il a beaucoup insisté. Mais est-ce que le ministre vous explique pourquoi? Il me dit qu'il considère que ce dossier va prendre encore beaucoup de temps, qu'il est très compliqué, que le CDR a des risques, voilà. Un député centriste, Charles Amédée de Courson, suit ce dossier de très près. Il s'étonne de ces tentatives de négociation
et le fait savoir à Nicolas Sarkozy. Quand Nicolas Sarkozy était ministre des Finances, j'ai dit à son collaborateur chargé des relations avec le Parlement, qui était Frédéric Lefebvre, je lui ai dit bien à ton patron qui ne touche pas à cela et qui ne transforme pas une affaire de gauche en une affaire de droite. Laissez la justice faire son œuvre. Une médiation est lancée, elle échoue. L'État accepte d'effacer les dettes du groupe Tapi, mais n'indemnise pas l'homme. L'intéressé refuse, la justice reprend son cours. En 2005, la Cour d'appel donne raison à l'ancien patron d'Adidas. Il doit toucher 135 millions d'euros d'indemnité plus 1 euro au titre du préjudice moral. Un an plus tard, revirement de situation. La Cour de cassation annule la décision de la Cour d'appel et renvoie les deux adversaires devant la justice. Vraiment un truc de fou, ça. À partir de là, Bernard Tapie entretient ses relations à droite, comme l'indique l'agenda de Nicolas Sarkozy. Sur le document que nous avons pu consulter, le candidat à l'élection présidentielle rencontre l'homme d'affaires à 5 reprises entre janvier et mai 2007. Des contacts réguliers, le plus souvent en tête-à-tête, qui vont se prolonger bien après la victoire du candidat de l'UMP. Après l'élection, il y a au total 12 rendez-vous, qu'on a calculé jusqu'en 2011. Dans ces 12 rendez-vous, une date clé selon Pascal Sceaux, celle du 30 juillet 2007. Le journaliste l'appelle la journée Tapie. Le matin, il voit le président de la République, rendez-vous inscrit à l'agenda officiel, il discute, il se voit, bon. Et l'après-midi, dans le bureau de Claude Guéant, qui est à l'époque le secrétaire général de l'Élysée, il participe à une réunion en compagnie de François Pérolle, l'adjoint chargé des affaires économiques, Stéphane Richard, qui est le directeur de cabinet de Christine Lagarde, Jean-François Rocky, qui est le président du consortium de réalisation. Et donc ce petit monde se rassemble et discute de l'arbitrage. Mais la surprise, c'est la présence de Bernard Tapie. Qu'est-ce qu'il fait là ? Pour le député Charles Amédée de Courson, cette réunion entérine une décision prise par Nicolas Sarkozy. Suite notamment à la réunion dans le bureau de M. Guéant, ils savent tous, que ce soit Stéphane Richard, que ce soit M. Rocky, qu'il y a une décision politique qui a été prise, on va à l'arbitrage. Le ministre qui a signé, c'est Mme Lagarde qui a signé. Mais tout le monde sait qu'elle l'a fait sur ordre, entre guillemets, de l'Élysée, venant directement de l'Élysée. Nous sommes à l'été 2007. La Cour d'appel de Paris doit bientôt rejuger l'affaire. Mais l'État dessaisit la justice au profit d'un arbitrage privé. 3 hommes à la carrière prestigieuse doivent finalement décider si oui ou non l'État doit indemniser Bernard Tapie pour d'éventuelles fautes de sa banque, et si oui, à quel niveau. Le premier se nomme Pierre Mazeaud, 78 ans à l'époque, gaulliste historique, ancien président du Conseil constitutionnel. Le second, c'est Jean-Denis Bredin, 78 ans, avocat et académicien, son cœur bat à gauche. Le troisième s'appelle Pierre Estoupe, 80 ans, un haut magistrat en retraite qui depuis travaille régulièrement comme arbitre. Pourquoi confier à ces 3 hommes ce que la justice devait trancher ? À l'époque, ce choix va beaucoup surprendre les juristes. Christophe Régnard est le président de l'Union syndicale des magistrats. Il trouve incompréhensible que l'État abandonne une chance réelle de gagner en justice. La lecture de l'arrêt de la Cour de cassation laisse penser qu'on était dans une dynamique exactement inverse à celle qui a finalement été retenue par le tribunal arbitral. Ce qui du coup pose la question de savoir s'il était vraiment très pertinent et très intelligent côté État de s'orienter vers une solution arbitrale alors que la justice de droit commun allait lui donner raison.
Le recours à l'arbitrage dans ce contexte-là est évidemment paru à beaucoup de juristes et beaucoup de magistrats comme extrêmement étonnant et en tout cas comme une forme de défiance à l'égard de la justice ordinaire et plus particulièrement à l'égard de la Cour de cassation. Et comme il s'agissait de la plus haute juridiction dans sa composition la plus élevée, ça a évidemment pris encore une autre coloration un peu plus désagréable. Pour le magistrat, la décision de l'État sonne donc comme un désaveu. Plus étonnant, au sein même des promoteurs de l'arbitrage, des voix s'élèvent pour faire entendre leur incompréhension. À commencer par celle de Thomas Clay, un professeur de droit proche du PS et grand spécialiste de l'arbitrage. Je n'ai jamais vu de procédure où le dossier est à ce point à consonance politique. L'arbitrage n'est pas fait pour ça. L'arbitrage, c'est la justice des affaires internationales. C'est la justice qui existe lorsque deux entreprises de nationalités différentes veulent conclure un contrat. Elles n'ont envie ni l'une ni l'autre de se retrouver devant la justice de l'autre. Lorsque le Louvre décide de s'implanter en partie à Abu Dhabi, c'est à la condition qu'en cas de litige, ce soit résolu par la voie de l'arbitrage. Parce que le Louvre n'a pas envie de se retrouver devant la justice d'Abu Dhabi en cas de litige. Donc l'arbitrage, c'est fait pour ça. C'est pas du tout fait pour résoudre les litiges entre le Crédit Lyonnais et Bernard Tapie. Ce choix de recourir à l'arbitrage sera critiqué par la Cour des comptes. Dans un rapport confidentiel, l'institution chargée de surveiller l'utilisation de l'argent public souligne que les services du ministère de l'économie se sont toujours opposés à l'arbitrage, estimant que cette solution était contraire aux intérêts du CDR, donc contraire aux intérêts de l'État. Malgré les alertes lancées par ces services à l'automne 2007, Christine Lagarde choisit l'arbitrage. L'avantage de l'arbitrage, c'est qu'il met fin à toute une série de procédures. C'est-à-dire qu'avec toutes les procédures, on avait en face de nous des liquidateurs, différentes sociétés qui demandaient à l'État plus de 3 milliards d'euros. Dans l'arbitrage, elles ont accepté de diminuer le montant de leurs demandes et de les plafonner à 300 millions d'euros. Premier avantage. La ministre se défend d'avoir accordé une faveur à Bernard Tapie. Est-ce que vous croyez que j'ai une tête à être copine avec Bernard Tapie? Non. La décision des trois sages sera sans appel. L'État s'engage à ne pas la contester, quelle qu'elle soit. Les arbitres se partageront 1 million d'euros pour leurs honoraires et leurs frais. Pour comprendre cette si longue affaire, ils se réuniront moins de 5 fois, juste derrière le palais de justice. Ils entendront bien un acteur majeur de cette affaire, Bernard Tapie, mais pas l'ancien président du Lyonnais, Jean Perlevade. 8 mois plus tard, ils prononcent leur sentence. Aux 240 millions d'euros d'indemnité pour la perte de plus-value dans la vente d'Adidas, s'ajoute un autre chiffre qui fait polémique, 45 millions d'euros pour préjudice moral. Comment justifier le fait qu'on alloue 45 millions d'euros à Bernard Tapie au titre du préjudice moral? C'est le record mondial de préjudice moral. Les 45 millions, c'est le scandale dans le scandale. Ce chiffre choque particulièrement l'ancien patron du Lyonnais, Jean Perlevade. Dans la sentence, c'est la violence de la liquidation judiciaire de Bernard Tapie qui justifie ce montant. Les trois arbitres citent notamment une publicité de la banque datant de 1994. C'était une campagne institutionnelle, une campagne financière que nous sommes obligés de faire pour communiquer nos résultats au public. Pour éclairer le texte, on avait racheté 2 ou 3 caricatures qui étaient parues antérieurement dans des journaux. Des caricatures de presse écrite, en fait. De presse écrite. Que celle qui est mise en cause, c'était une caricature que nous avions achetée à Libération. À l'époque, M. Tapie n'avait pas branché quand elle était quelques semaines auparavant parue dans Libération. Cette caricature présente les dossiers difficiles du Crédit Lyonnais sous la forme de poubelles. L'une d'entre elles porte le nom de Tapie. M. Tapie, à l'époque, en 1994, nous a attaqué le Crédit Lyonnais devant la justice. Il demandait à l'époque 300 000 francs de dommages et intérêts. Il a été débouté de toutes ces demandes, donc il n'y a aucune raison d'accrocher un préjudice moral sur ce motif. Pour les arbitres, ces 45 millions d'euros l'indemnisent pour une liquidation judiciaire qu'il ne méritait pas. Une injustice, un coup d'arrêt porté à sa carrière de patron. Bernard Tapie l'a expliqué devant la commission des finances de l'Assemblée nationale en 2008. C'est de l'humour quand vous avez votre nom sur une poubelle. Peut-être quand c'est un nom qui n'est pas le vôtre. Mais quand c'est le vôtre, il est porté par vos gosses, il est porté par votre femme, il est porté par votre famille, et ça fait mal. Et une vie de patron, cela vaut cher. Plus cher en tout cas que celle de 2 autres clients de Maître Dupond-Moretti, le nouvel avocat de Bernard Tapie.
Loïc Séché et Roselyne Godard, une des acquittées d'Outreau, 2 victimes d'erreurs judiciaires. Celle que l'on a surnommée la boulangère d'Outreau a perçu 200 fois moins d'argent que Bernard Tapie. La comparaison met l'avocat mal à l'aise. Vous avez défendu Loïc Séché qui a touché 800 000 € de préjudice moral. Ah, voilà. Vous avez défendu les acquittés d'Outreau. Bernard Tapie il a touché 45 millions. Ouais. C'est pas un peu indécent ça quand même? Alors, je vais vous répondre là-dessus, parce que je m'attendais naturellement à cette question. Les acquittés d'Outreau ont été, de façon absolument incomparable, indemnisés par rapport aux autres... Non mais ils ne méritaient pas 45 millions d'euros. Attendez, monsieur. Vous me laissez 2 secondes. Les gens d'Outreau ont été beaucoup mieux ou beaucoup moins mal indemnisés que Loïc Séché et que tant d'autres. Vous considérez que c'est suspect? Bien sûr, si on présente cet argument avec une forme de populisme, la crise, le pognon, tout ça, ça devient sale. Mais monsieur, on est dans le monde des affaires. Je pense que c'est ça qui justifie ce chiffre. Le 7 juillet 2008, quand les 3 arbitres apposent leur signature en bas de leur sentence, l'affaire Tapie Crédit Lyonnais est finie. En théorie seulement. Car depuis 5 ans, de nombreuses questions se posent sur la manière dont les 3 arbitres ont rendu leur décision. Et aujourd'hui, 3 juges d'instruction s'intéressent à l'affaire. De forts soupçons pèsent notamment sur l'impartialité d'un des arbitres, Pierre Estoupe. Comme ses 2 collègues, il s'était engagé par écrit à être totalement indépendant des 2 camps. C'est clairement indiqué dans l'attestation que nous nous sommes procurés. Je certifie être indépendant à l'égard des parties. C'est au tour de ce magistrat à la retraite que la suspicion s'installe dès l'automne 2008. On va découvrir en octobre 2008, en cours d'arbitrage, que l'arbitre, Pierre Estoupe, a commis un premier manquement à son obligation de révélation. Il a oublié de dire qu'il avait fait dans le passé 3 arbitrages déjà avec maître Maurice Lantourne, l'avocat de Bernard Tapie. Pour le professeur de droit Thomas Clay, l'État tenait à ce moment-là un moyen de récuser Pierre Estoupe et d'annuler toute la procédure. Et à ce moment-là, alors qu'il est possible de tout arrêter, alors que la sentence a déjà été rendue depuis 3 mois, alors que le scandale public a déjà éclaté, à ce moment-là, il est possible d'arrêter donc, en quelque sorte, les frais. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, rien. C'est-à-dire que la décision va être prise par le cabinet du ministre, c'est-à-dire, c'est ce qui figure dans le procès-verbal, par le cabinet du ministre, de ne pas agir, de ne pas arrêter les frais. C'est invraisemblable à ce moment-là de ne pas avoir pris la décision de récuser l'arbitre. Que s'est-il passé au cabinet de Christine Lagarde? Nous avons interrogé l'avocat de l'ancienne ministre de l'économie. Selon Yves Repiquet, sa cliente n'a pas été avertie du problème par son directeur de cabinet. Lorsque a été découvert une difficulté concernant un des arbitres, elle n'en a pas été informée autrement que à l'occasion d'une fin de journée par son directeur de cabinet, lui disant « il y a eu une petite difficulté concernant un arbitre, mais d'ores et déjà résolue ». Elle n'a pas eu à se prononcer. Christine Lagarde a été interrogée devant la Cour de justice de la République. Face au juge, elle a indiqué que Stéphane Richard, son ancien directeur de cabinet, lui avait toujours semblé très favorable à l'arbitrage et qu'il était le seul à s'occuper de ce dossier dans son équipe. Avec le recul, Christine Lagarde estime qu'elle aurait dû être plus méfiante. Il y a 5 ans, des doutes ont donc pu naître sur la proximité entre Pierre Estoupe et l'avocat de Bernard Tapie, Maurice Lantourne. Aujourd'hui, certains éléments que nous avons pu consulter semblent les renforcer. 1 mois avant le début de l'arbitrage Tapie, l'avocat et l'ancien juge travaillaient sur un autre dossier. C'est ce qu'indique l'agenda de Maurice Lantourne qui note un rendez-vous avec Pierre Estoupe le 9 octobre 2007. L'arbitre n'a jamais signalé ce lien d'affaires avec le défenseur de Bernard Tapie. Un oubli qui pose question, d'autant que c'est Maurice Lantourne qui a soufflé le nom de Pierre Estoupe pour l'arbitrage Tapie-CDR. Mais il y a plus troublant encore. Dans cette affaire, Pierre Estoupe n'a pas non plus tout dit aux policiers qui l'ont interrogé en mai dernier. À la question « Connaissez-vous monsieur Bernard Tapie ?» L'ancien magistrat répond « Non ». L'avez-vous déjà rencontré ? Uniquement pendant l'arbitrage.
Or, selon des documents que nous avons pu consulter, Pierre Estoupe avait déjà rencontré l'homme d'affaires. Dans l'agenda du magistrat à la date du 30 août 2006, soit un an avant sa désignation comme arbitre, figure la trace d'un rendez-vous avec Tapie. D'après Pascal Sceaux, notre confrère de l'Express, les liens entre les deux hommes seraient même plus anciens. Ce sont les policiers qui l'ont découvert. Lors d'une perquisition conduite dans l'un des domiciles de Pierre Estoupe, ils ont découvert, à leur grande surprise, une dédicace sur le livre de Tapie qui s'appelle Librement, beau titre, dans lequel l'ancien patron de l'OM et d'Adidas a une dédicace extrêmement chaleureuse dans laquelle il remercie Pierre Estoupe de tout ce qu'il a fait pour lui. Cette dédicace, écrite en juin 1998, nous avons pu la lire. Elle paraît très personnelle. Pour le président Estoupe, en témoignage de mon infinie reconnaissance, votre soutien a changé le cours de mon destin. Je vous remercie d'avoir eu l'intelligence et le cœur de chercher la vérité cachée derrière les clichés et les apparences, avec toute mon affection. Mais pour les avocats de Bernard Tapie, cette dédicace ne prouve absolument rien. Moi, j'ai signé des dizaines de bouquins avec mon amitié à des gens que je ne connaissais pas. Est-ce que pour autant, c'est la preuve que ces gens-là sont mes amis? Et en général, quand vous faites une dédicace, vous verrez, si vous faites un bouquin, vous n'écrivez pas avec toute mon antipathie. Donc en général, c'est avec toute mon affection, toute ma sympathie, toute mon amitié, voilà. Voilà la dédicace. Ces liens entre Pierre Estoupe et Bernard Tapie posent question. Car des trois arbitres, l'ancien magistrat est celui qui aurait rédigé l'essentiel de cette sentence à 403 millions d'euros. En juin 2008, voilà ce qu'il écrivait à ses collègues. Monsieur le Président, cher maître, j'ai pratiquement achevé non sans mal la rédaction de la sentence. Je vous soumets la partie la plus délicate, celle relative au préjudice. Au même moment, Pierre Mazeaud lui écrit « Merci pour tout ce que vous faites. J'en serais incapable. » Voilà pourquoi, depuis 9 mois, la justice enquête sur cet arbitrage. Un homme a aussi fait de troublantes révélations. Il s'appelle Pierre Condamin-Gerbier. Nous avons recueilli son témoignage sur les bords du lac Léman. Pierre Condamin-Gerbier était gestionnaire de fortune à Genève et militait à l'UMP. En mars 2008, son téléphone sonne. Un ami lui propose de déjeuner avec Bernard Tapie. On se rencontre au Grill du Plaza à Paris. Le personnage est aussi séducteur, charmeur, époustouflant qu'on peut l'imaginer. Et c'est vrai qu'au départ, on parle un peu de tout et de rien. Et on parle notamment de l'actualité politique, puisqu'à l'époque, j'avais la responsabilité de l'UMP en Suisse. Et lui me rappelle sa proximité avec Nicolas Sarkozy, le fait que Nicolas Sarkozy lui a proposé plusieurs fois un ministère qu'il a refusé, que c'est un visiteur du soir de l'Élysée, que Sarkozy l'appelle très régulièrement pour lui demander conseil sur tout un tas de sujets. Très vite, Bernard Tapie lui parle d'argent. Il me fait savoir qu'il envisage de quitter la France, qu'il regarde en particulier la possibilité de devenir résident en Suisse, parce que, me dit-il, il s'attend à non seulement obtenir satisfaction dans la procédure d'arbitrage dont il fait l'objet, mais il est tout à fait certain, pour le citer, de gagner le gros lot. Il s'attend à ce que non seulement cet arbitrage soit en sa faveur, il n'en doute absolument pas, mais il semble effectivement confiant sur le fait que ce sera une somme énorme, vraiment plusieurs centaines de millions d'euros. Comment l'homme d'affaires pouvait-il se montrer si sûr de lui 3 mois avant le résultat? Mystère. Aujourd'hui, le rôle de 4 personnalités intéresse les juges. Christine Lagarde a été entendue devant la Cour de justice de la République et placée sous le statut de témoin assisté. Son ancien directeur de cabinet, Stéphane Richard, actuel PDG de Orange. L'ancien patron du CDR, Jean-François Rocky. Et Pierre Estoupe, l'un des 3 arbitres, ont été mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Bernard Tapie affirme qu'il n'a pas triché. Mais ce qui se passe en ce moment le place au centre du jeu. Devra-t-il un jour rendre ses millions d'euros d'indemnité? Pas sûr. Pas sûr non plus qu'il ait définitivement gagné la partie.
Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Il apparaît clair dans votre enquête qu'un certain nombre d'éléments de ce dossier étaient déjà connus depuis 2008. Alors pourquoi est-ce que l'affaire est relancée aujourd'hui, Hugo ? Effectivement, c'est une affaire qui s'écrit depuis 2008 en pointillé, mais très régulièrement, on entend parler de cet arbitrage tapis. Dès 2008, dès l'automne 2008, il y a l'Assemblée nationale, via la commission des finances, qui s'intéresse à cette affaire, qui réentend tout le monde, on refait un peu le procès. Mais vraiment, ce qui va relancer l'affaire, c'est ce rapport confidentiel de la Cour des comptes qu'on voit dans le reportage, qui pointe, voilà, exactement, un certain nombre de dysfonctionnements, de zones d'ombre, certaines irrégularités. Et ces irrégularités, finalement, c'est celles qui éclatent au grand jour à travers l'enquête pénale qui est menée. Cette enquête qui, finalement, a été lancée à l'automne dernier et dont, finalement, on voit aujourd'hui les premiers résultats à travers ces perquisitions qui livrent un certain nombre de documents qui laissent penser, effectivement, qu'il y a, si ce n'est une collusion, en tout cas des liens assez forts entre certains protagonistes de cette affaire à 403 millions d'euros. Et puis une question que tout le monde se pose, Aurélia, bien sûr, s'il se révèle que cet arbitrage est frauduleux, alors est-ce que Bernard Tapie devra rendre l'argent ? Alors, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que l'État doit d'abord déposer un recours en révision. Ça n'est pas encore fait, mais vraisemblablement, ce sera fait dans les jours qui viennent. À partir de là, c'est la Cour d'appel de Paris qui va devoir statuer sur la fraude ou pas de la sentence. S'il n'y a pas de fraude, c'est très simple, ça devrait aller assez vite. Dans moins d'1 an, ça devrait être tranché. Bernard Tapie pourra garder l'argent. En revanche, si la Cour d'appel estime qu'il y a une fraude, à ce moment-là, la sentence est annulée. Et Bernard Tapie, de manière presque automatique, devra rendre l'argent le plus rapidement possible. Là où ça se complique, décidément, c'est qu'il faut savoir qu'on devra rejuger toute cette affaire au fond. On devra recommencer la procédure depuis le début, là où on l'avait laissée avant de partir en arbitrage. Ça veut dire cour d'appel, cour de cassation et un ping-pong comme ça, qui fait que ça pourra durer encore plusieurs années avant qu'on sache finalement qui avait raison. Et puis, Hugo, il reste pour le moment un mystère, Pourquoi ? S'il est démontré que la décision de l'arbitrage ainsi que le montant accordé à Bernard Tapie ont été arrangés d'avance, alors pourquoi ? Est-ce qu'il y a une contrepartie ? Alors, c'est la question que tout le monde se pose en ce moment, beaucoup dans la presse, beaucoup dans la justice. Je vais vous décevoir, je n'ai pas la réponse. Évidemment, l'hypothèse numéro 1, c'est celle d'une contrepartie à un soutien politique, en l'occurrence le soutien politique de Bernard Tapie à Nicolas Sarkozy, et singulièrement en 2007 au moment de la campagne présidentielle, puisque c'était Bernard Tapie, homme de gauche, qui apportait son soutien à Nicolas Sarkozy, homme de droite. Donc c'est l'hypothèse numéro 1, on va dire, qui a été évidemment démentie par Nicolas Sarkozy, en tout cas son entourage. Par Brice Hortefeux. Hervé Guéquière, voilà, qui a co-signé et co-réalisé ce sujet avec nous, l'a rencontré. Évidemment, pour lui, il n'y a pas de problème. Ces rencontres avec Bernard Tapie, par exemple, pour ne serait-ce que prendre ces exemples-là, ne signifient rien d'autre que Bernard Tapie apportait des idées, pouvait en avoir de très bonnes. Il parlait football même, nous a-t-il dit. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Et même dans cette affaire-là, Brice Hortefeux continue à penser que l'État a fait une bonne affaire parce qu'on a donné certes beaucoup d'argent à Bernard Tapie, mais le nombre de procédures qui étaient en cours au moment de prononcer cet arbitrage était tel et les indemnités tellement importantes que finalement on a fait une bonne affaire avec ces 403 millions d'euros. Merci à tous les deux pour ces précisions.